Pour la dernière semaine de cette année scolaire, je vous propose 3 romans à emporter absolument en vacances si vous ne les avez jamais lus. Ils ont tous les 3 été écrits par le même auteur, Jules Verne. Et tous les 3 sont liés par des éléments qui créent des échos de l'un à l'autre. En effet, si vous lisez les livres dans l'ordre que je vous propose, vous verrez réapparaître des personnages de façon surprenante, mais tout à fait nécessaire pour le récit. Le premier roman que j'ai choisi est mythique, puisqu'il s'agit de 20 000 lieues sous les mers. Son auteur, Jules Verne, a vécu au XIXe siècle et il est mort au tout début du XXe. Comme Balzac, il se destinait plutôt au théâtre, mais il a connu le succès grâce à ses romans réunis par l'éditeur Hetzel dans le cadre des Voyages extraordinaires. Ce titre dit tout, car le plus souvent, ces œuvres sont liées à un voyage entrepris par des héros dans des lieux et des conditions qui sortent de l'ordinaire. Mais aussi parce que l'auteur s'est toujours attaché à intégrer à ses œuvres les progrès scientifiques de son époque et même des technologies qui n'existaient qu'à l'état de projet ou de rêve. C'est le cas de 20 000 lieues sous les mers, qui, comme chacun sait, même s'il n'a pas lu le livre ou vu une adaptation cinématographique, nous entraîne dans la profondeur des abysses grâce à un sous-marin. Mais au début du récit, les 3 héros l'ignorent. En effet, un animal marin monstrueux est à l'origine de plusieurs naufrages. Et le professeur Aronnax, son domestique Conseil, ainsi que le harponneur de baleines Ned Land se lancent à la chasse de la bête qu'ils prennent pour un narval géant. Mais les événements vont tourner tout autrement, car de chasseurs, ils vont devenir les prisonniers du monstre sous-marin, piloté par le mystérieux capitaine Nemo, dont le nom signifie « celui qui n'est personne ». J'ai choisi de vous lire un passage justement où apparaît ce personnage mystérieux qu'est le capitaine Nemo. Le commandant, appuyé sur l'angle de la table, les bras croisés, nous observait avec une profonde attention. Hésitait-il à parler ? Après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre, « Messieurs, dit-il d'une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue, mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruple récit, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence Monsieur Pierre Aronnax, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris, chargé d'une mission scientifique à l'étranger, Conseil, son domestique, et Ned Land, d'origine canadienne, harponneur à bord de la frégate l'Abraham Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Je m'inclinais d'un air d'assentiment. Ce n'était pas une question qu'il me posait. Donc, pas de réponse à faire. Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite, sans aucun accent. Sa phrase était nette, ses mots justes, sa facilité d'élocution remarquable. Et cependant, je ne sentais pas en lui un compatriote. Il reprit la conversation en ces termes.
Vous avez trouvé sans doute, monsieur, que j'ai longtemps tardé à vous rendre cette seconde visite. C'est que, votre identité reconnue, je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous. J'ai beaucoup hésité. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement, dis-je. Involontairement, répondit l'inconnu en forçant un peu sa voix. Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire? Est-ce involontairement que maître Ned Land m'a frappé de son harpon? Je suis surpris dans ces paroles une irritation contenue. Mais à ces récriminations, j'avais une réponse toute naturelle à faire et je la fis. Monsieur, dis-je, vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe. Vous ne savez pas que divers accidents provoqués par le choc de votre appareil sous-marin ont ému l'opinion publique dans les deux continents. Je vous fais grâce des hypothèses sans nombre par lesquelles on cherchait à expliquer l'inexplicable phénomène dont seul vous aviez le secret. Mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du Pacifique, l'Abraham Lincoln croyait chasser quelque puissant monstre marin dont il fallait à tout prix délivrer l'océan. Un demi-sourire détendit les lèvres du commandant, puis d'un ton plus calme. « Monsieur Aronnax, répondit-il, oseriez-vous affirmer que votre frégate n'aurait pas poursuivi et canonné un bateau sous-marin aussi bien qu'un monstre? » Cette question m'embarrassa, car certainement le commandant Farragut n'eût pas hésité. Il eût cru de son devoir de détruire un appareil de ce genre, tout comme un narval gigantesque. « Vous comprenez donc, monsieur, reprit l'inconnu, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. » Alors, si vous vous lancez dans la lecture de ce livre, vous découvrirez les secrets du sous-marin dans lequel les trois aventuriers sont prisonniers. Vous observerez comment chacun de ces trois aventuriers va réagir au confinement imposé dans le sous-marin par le capitaine Nemo. Vous serez émerveillé par la découverte du monde sous-marin, mais aussi effrayé sans doute par l'attaque d'un énorme kraken représenté sur cette couverture. Vous découvrirez enfin pourquoi le capitaine Nemo a choisi de vivre en marge, voire en ennemi de l'humanité. Et pour conclure, on peut rapprocher ce roman de trois thèmes empruntés au programme de philosophie de terminale. D'abord, je voudrais relier la notion de la nature et celle de la technique. Il est intéressant de voir qu'au début du livre, ces deux mots, qui semblent opposés habituellement, sont la source d'une confusion. Le monstre marin est-il un animal prodigieux ou une invention humaine particulièrement en avance sur la technologie de son temps? Finalement, c'est la deuxième solution qui l'emporte, mais on observe tout au long du livre comment le sous-marin nous fait découvrir les mystères de la nature et combien il est intimement lié à cette nature sous-marine
pour son fonctionnement et même pour la survie de ses passagers. Un thème moins évident pour ce livre apparaît selon moi, c'est celui du langage. Il est intéressant de constater comment l'écrivain Jules Verne travaille le langage de ses personnages, en particulier dans les dialogues, en fonction de leur niveau intellectuel, mais aussi de leur place dans la société et de leur centre d'intérêt. De plus, Jules Verne, qui parfois est un écrivain un peu méprisé, se révèle en fait un auteur puissant, car il métamorphose le langage scientifique, souvent aride, en véritable poésie littéraire à l'intérieur de son livre.